L'Occitanie résulte de la fusion des anciennes régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. Elle englobe 13 départements, du Gard à l'est, au Gers à l'ouest. La nouvelle région comprend 4 grands sous-ensembles géographiques. D'abord la montagne, fortement présente avec le sud du Massif central et dans le sud-ouest avec la chaîne des Pyrénées. Dans cet ensemble montagnard, à l'écart des dynamiques régionales et métropolitaines, l'accès aux services n'est pas commode. Le deuxième grand sous-ensemble correspond à une large bande de plaine qui se déploie, grosso modo, de Montauban jusqu'à la vallée du Rhône. Troisième sous-ensemble, la vallée du Rhône justement, qui délimite la région à l'est et qui compte dans l'économie avec la viticulture et l'énergie. Et enfin, quatrième et dernier sous-ensemble, la façade littorale, aménagée et touristique. L'Occitanie s'étend sur 72 700 km². Elle compte 5,8 millions d'habitants, sensiblement le même nombre d'habitants que la Nouvelle-Aquitaine voisine. Avec 80 habitants par kilomètre carré, la densité de population en Occitanie est inférieure à la moyenne de la France métropolitaine, de l'ordre, vous le savez, de 118 habitants par kilomètre carré. La répartition géographique de la population en Occitanie est caractérisée par la macrocéphalie de Toulouse et Montpellier, une plaine littorale méditerranéenne densément peuplée et urbanisée, où les voies de communication sont nombreuses, un hinterland toulousain agricole, et enfin des massifs montagneux situés en partie dans la diagonale du vide. Ne vous méprenez pas, Toulouse et Montpellier sont certes 2 agglomérations ayant le statut de métropole, mais elles sont en fait incomparables. Toulouse compte 480 000 habitants et Montpellier 2 fois moins. Il en va de même si l'on compare les aires urbaines. Pour le reste, des villes petites et moyennes, comme Rodez, Cahors, Mende ou Milhaud, assurent des fonctions de centralité. D'autres font office de porte d'entrée des vallées des Pyrénées, comme Lourdes, Tarbes, Foix ou Saint-Gaudens. Enfin, d'autres cherchent à changer de trajectoire. En effet, sur les 10 agglomérations les plus pauvres de France, 5 sont occitaniennes, à savoir Béziers, Nîmes, Perpignan, Alès et Carcassonne. L'attractivité du territoire régional a donc aussi pour conséquence de générer de la pauvreté faute d'emploi, même si la situation est nuancée selon que l'on soit dans l'ex-Midi-Pyrénées ou dans l'ex-Languedoc-Roussillon. Le développement démographique des villes est largement dû au solde migratoire depuis le début du XXe siècle et surtout depuis les années 60. Cependant, toutes les villes ne connaissent pas pareille croissance. Toulouse et Montpellier se détachent. Nîmes progresse, mais à un rythme inférieur, tandis que Béziers perd des habitants. Au plan démographique, et comme en Aquitaine, le nombre d'habitants varie de façon considérable d'un département à l'autre. Rendez-vous compte, 75 000 habitants en Lozère, c'est-à-dire à peine un grand stade de football, 1,4 million d'habitants en Haute-Garonne, où est localisée Toulouse. Les inégalités infradépartementales sont aussi très marquées, comme c'est le cas dans l'Hérault, entre la partie littorale et la plaine, très peuplée, et les avant-monts qui se dépeuplent encore. En résumé, l'Occitanie compte parmi les régions les plus attractives en raison de l'héliotropisme et de l'image très positive qu'elle renvoie toujours, mais c'est aussi l'une des plus fragiles au plan économique et social. Elle est innovante en termes de transition énergétique, elle dispose de grands équipements publics, hôpitaux, universités, et elle est bien équipée, aéroports, gares TGV, etc. Même si les projets de nouvelles liaisons TGV entre Montpellier et Toulouse tardent à sortir de terre. En revanche, les liaisons quotidiennes régionales par le TER posent d'innombrables problèmes de sécurité et de cadencement. La modernisation du réseau ferré est une priorité régionale. Sur le plan climatique, la région Occitanie est à cheval sur 3 grands ensembles. Le littoral languedocien est soumis au climat méditerranéen. Les contreforts du Massif central, en fait les Cévennes, et les Pyrénées relèvent d'un climat montagnard. La plaine, située entre le Toulousain et le seuil du Lauragais, est soumise à un climat méditerranéen sous influence à la fois océanique et montagnarde.
Compte tenu de l'échelle régionale, il n'est pas étonnant que les paysages soient très variés, des Causses lotois jusqu'aux lagunes de Thau, en passant par les sommets des Pyrénées. Le réseau hydrographique diffère complètement entre l'ex-Midi-Pyrénées et l'ex-Languedoc-Roussillon. Côté Languedoc-Roussillon, des fleuves côtiers au régime méditerranéen, c'est-à-dire très irréguliers, secs l'été, sont à l'origine de crues spectaculaires l'automne. Vous connaissez tous le Vidourle, le Lèze, l'Hérault, l'Orbe, l'Aude, etc. Côté Midi-Pyrénées, c'est la Garonne et ses affluents qui marquent les paysages, de la haute montagne jusqu'aux campagnes toulousaines. Revenons tour à tour sur chacun des secteurs de l'économie régionale. En ce qui concerne l'agriculture, d'abord, l'Occitanie est classée deuxième région agricole française derrière la Nouvelle-Aquitaine avec 78 000 exploitations agricoles. 164 000 personnes sont employées dans l'agriculture. L'Occitanie se classe aussi première région agricole bio de France avec 6 500 exploitations. 330 000 hectares sont consacrés à l'agriculture biologique. La filière est mieux structurée que par le passé. La crise sanitaire a par ailleurs favorisé les circuits courts et la vente directe dans les grandes villes. Dans l'ensemble, les cultures céréalières occupent plus de 800 000 hectares à l'échelle de la région. Les cultures fourragères, c'est-à-dire celles destinées à l'alimentation du bétail, couvrent 320 000 hectares. Et la viticulture, elle, 270 000 hectares. L'Occitanie est la première région ovine de France puisqu'elle concentre 32% des effectifs français et assure 29% de la production de viande et 73% de la production de lait national. C'est aussi la troisième région agroalimentaire de France avec plus de 7000 établissements consacrés à l'agroalimentaire. Enfin, l'Occitanie se classe comme premier vignoble mondial en superficie pour les vins à appellation d'origine bénéficiant d'une protection. L'économie repose schématiquement sur l'industrie et les services, ceci dit, en particulier dans l'ex-région Midi-Pyrénées. Dans l'ex-Languedoc-Roussillon, on parle plutôt d'une économie résidentielle et le tourisme joue également un rôle important. Grâce à Airbus et ses dizaines de sous-traitants, Toulouse demeure une grande ville industrielle, même si elle est malheureusement tributaire du marché aéronautique. La crise sanitaire de 2020 a donc frappé l'économie régionale car le trafic aérien a été quasi nul pendant plusieurs mois. De nombreux sous-traitants, comme ceux localisés à Figeac par exemple, sont au bord du dépôt de bilan en raison de la baisse des commandes. Les petites villes spécialisées comme Figeac, si elles perdent ses fabricants, verront des dizaines de familles, d'ingénieurs, d'employés et d'ouvriers quitter la ville, ce qui aura des répercussions sur le commerce et les recettes fiscales locales et intercommunales. Le développement économique de Montpellier et sa région relève largement de son attractivité, c'est-à-dire des administrations publiques et surtout de l'arrivée de nouveaux ménages qui eux-mêmes génèrent une forme spécifique de demande de services plus ou moins élaborée dont l'activité dépend. Foncier, bâtiments, travaux publics, audits, commerce, etc. C'est pourquoi on parle précisément d'économie résidentielle. En Occitanie, de nombreuses villes, petites et moyennes, jadis très prospères grâce aux industries textiles, métallurgiques ou aux mines, connaissent aujourd'hui de grandes difficultés. On peut citer parmi elles Decazeville, Bédarieux, la Grand-Combe ou encore Lodève. D'autres, à l'inverse, dans l'aire d'influence des métropoles, comme Clermont-Lérault ou Gignac, échappent à la déprise puisque l'économie résidentielle leur bénéficie aussi à rebours de la grande ville voisine qu'est Montpellier. L'industrie régionale a été marquée par la catastrophe d'AZF à Toulouse qui fit 30 morts et 2500 blessés en 2001. L'accident industriel survenu à Rouen en 2020 en est un sombre écho. La question des risques technologiques et industriels se pose de façon permanente pour les urbanistes et les collectivités, en plus des problèmes de sécurité d'installation. En effet, des usines implantées au XIXe siècle ou au XXe siècle en périphérie des villes ont peu à peu été rattrapées par l'urbanisation, au point de se retrouver dans de vastes agglomérations.
Il faut réduire les risques en relocalisant les industries les plus dangereuses ou bien en faisant évoluer leur production. L'Occitanie est, comme partout, très performante dans le domaine des services marchands et non marchands, lesquels représentent plus des 2/3 des actifs, contre moins de 15% dans l'industrie et moins de 5% dans l'agriculture. Les services technologiques, symbolisés par la French Tech, sont en plein essor. Les services liés à la construction restent très dynamiques. Ceux liés au commerce, à la grande distribution, s'essoufflent au contraire. Le tourisme reste le moteur de l'économie. L'Occitanie est la 4e région touristique de France avec 13 milliards d'euros de recettes touristiques et 181 millions de nuitées annuelles en moyenne. Elle se classe première pour l'hôtellerie de plein air, pour la capacité et la fréquentation, avec, tenez-vous bien, 1326 campings, dont 160 000 emplacements. Dans certaines stations du littoral, les campings occupent jusqu'à 15% du territoire communal. La région se classe également première pour les stations thermales. On en compte 28 qui attirent chaque année 160 000 curistes. Citons par exemple la Malou-les-Bains, Ballaruc-les-Bains, Bagnères de Bigorre ou Luchon. Et l'Occitanie est également réputée pour ses petites stations de ski familiales, très recherchées, parmi lesquelles Font-Romeu, Luzardiden, Ax-les-Thermes, Les Angles et la Mangie. Le tourisme repose sur quelques grands sites naturels qui offrent des paysages ouverts et grandioses, comme l'étang de Thau. Il existe aussi un tourisme de l'intérieur, tourné vers le patrimoine naturel et culturel, comme Saint-Guilhem-le-Désert ou le cirque de Navacelles. Le canal du Midi et le pont du Gard sont au premier rang des attractivités régionales grâce à leur classement au patrimoine mondial de l'UNESCO. Avec 220 km de côte du Rhône à l'Espagne, le tourisme littoral est également un atout. La saisonnalité y est très marquée puisque le nombre d'habitants est multiplié par 10 en période estivale. Par exemple, Agde passe de 25 000 à 250 000 habitants. Et à la Grande Motte, le nombre d'habitants saute de 8 500 à 120 000 en période estivale. C'est dire si le littoral reste attractif, autant pour les résidents secondaires et les vacanciers, français, allemands, néerlandais, belges et scandinaves, que pour les résidents permanents. En 2016, 350 000 personnes résidaient de façon permanente dans une des 30 communes littorales de l'ex-région Languedoc-Roussillon. Entre les années 1960 et 2020, la plupart des villes balnéaires ont enregistré une sensible augmentation du nombre d'habitants pour partie retraitée. L'attractivité de la côte du golfe du Lion n'est pas nouvelle. Les Nîmois se pressaient autrefois au Gros du Roi, les Montpelliérains à Palavas et les Biterrois à Valras. Presque partout, le chemin de fer a été à l'origine du développement des stations balnéaires de première génération, ce qui remonte à la fin du XIXe siècle. Durant les années 1960, la mission Racine a contribué à l'essor régional en favorisant un nouveau modèle de tourisme populaire. Deux objectifs à l'époque, littoraliser l'économie régionale et concurrencer la Costa Brava. 50 ans plus tard, premier problème. Les stations touristiques construites à l'époque sont vieillissantes car elles ne sont plus conformes aux standards actuels du tourisme, de l'habitat et de l'environnement. L'idée même du tourisme de masse semble peu à peu dépassée. De surcroît, les stations touristiques ne sont pas ou mal connectées aux villes rétro-littorales et demeurent sans lien les unes aux autres, pas plus qu'elles n'ont de lien avec leur arrière-pays. Le modèle d'urbanisme des 30 Glorieuses, très tributaire de la voiture en fait, est aussi remis en question. Deuxième grand problème, et non des moindres, sur 180 km, les côtes sont basses et sableuses, le Cap d'Agde, le Mont-Saint-Clair à 7 et les environs de Collioure faisant exception. En favorisant l'urbanisation massive de ces zones au titre de l'aménagement du territoire, les pouvoirs publics et les collectivités territoriales ont gagné leur pari économique, mais elles ont en même temps aggravé les risques. Le recul du trait de côte, le risque de submersion marine et l'élévation, lente mais certaine, du niveau de la mer, nous obligent à réorganiser de vastes territoires touristiques et relativement pauvres.
Ici encore, les géographes ont un rôle à jouer au profit de la nature et de la société.